Cher maître, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter les dernières mises à jour du syndrome coronarien aigu ST négatif. Le syndrome coronarien aigu se présente par une douleur thoracique angineuse et ou avec des anomalies à l'ECG, et cela dû à une réduction du flux sanguin coronaire par le plus souvent une athérosclérose. On note deux entités, ST positif avec une occlusion totale de l'artère par un thrombus, ST négatif avec un thrombus partiellement occlusif. Cette plaque représente un petit schéma illustrant la conduite devant une douleur thoracique. Une fois un syndrome coronarien aigu est suspecté, on réalise un ECG. Si persistance de surélévation du segment ST, c'est un STMI. Si le CG est normal ou trouble de repolarisation, des troponines seront demandées. Si normal, c'est un angoisse instable. Si positif ou ascension, non STEMI. Donc, dans notre topo, on va se concentrer sur le SA-ST négatif. Le SA-ST négatif non STEMI est une urgence diagnostique et thérapeutique qui se manifeste par une douleur thoracique, trouble de repolarisation à l'ECG avec des troponines positifs, et la prise en charge diffère selon la stratification du risque. La prévalence est difficile à estimer compte tenu de la complexité diagnostique, mais on soit qu'elle est plus importante que le SA-ST positif. Avec une mortalité faible, que le SA-ST positif devient identique à 6 mois et plus élevé à long terme, comme nous montre cette plaque que la mortalité du non-STEMI est faible durant l'hospitalisation à l'hôpital, alors qu'elle augmente manifestement après une année. Pour comprendre le mécanisme de l'ischémie, il suffit de savoir qu'on a un déséquilibre entre l'oxygène demandé et l'oxygène fourni. Ce schéma nous montre une illustration rapide de la formation d'un thrombus en passant par une plaque athéromateuse. Cette diapo montre la cascade de la formation des thrombus depuis l'adhésion, l'activation, puis finalement l'agrégation des plaquettes. Par ailleurs, le diagnostic se pose sur l'anamnèse qui se présente par une douleur thoracique constrictive irradiante vers le membre supérieur, ou bien une douleur thoracique atypique, comme il faut chercher les facteurs de risque cardiovasculaires, les facteurs déclenchants et les antécédents cardiovasculaires. L'examen clinique doit chercher, bien évidemment, les signes de mauvais pronostic et complété par un examen complet. Le CG doit rechercher un sous-décalage du ST supérieur à 1 mm, dont au moins 2 dérivations contiguës, en T négatif, en T positif pointu, un sous-décalage transitoire, sans oublier que le CG peut être tout à fait normal. Et dans ce cas, il faut penser à demander les enzymes cardiaques, dont la troponine prend une place primordiale au diagnostic. Elle est réalisable à l'admission à H6 et à H12, très spécifique et plus sensible que la CPK, avec un intérêt pronostique et thérapeutique et stratification du risque. Tout ça sans oublier que les troponines peuvent être positives en dehors d'un syndrome coronarien aigu, voir la liste de la diapo qui n'est pas exhaustive. Dernièrement, les troponines ultrasensibles commencent à trouver leur place en permettant de faire un diagnostic plus précoce et améliorent la stratification du risque du syndrome coronarien aigu, comme le montre ce schéma. It's 15 hours. La radiothorax ne doit être réalisée seulement si elle est disponible en urgence pour éliminer d'autres causes de la douleur thoracique. Le TT a l'avantage d'orienter rapidement vers une cause de douleur cardiaque. Et voici les différents diagnostics différentiels dont on doit penser devant une douleur thoracique. En ce qui concerne la stratification du risque,
On utilise plusieurs scores tels GRACE, TIMI et CRUSADE. Pour le management stratégie, les recommandations classe 1 pour des malades avec une suspicion d'un non-STEMI, le diagnostic et la stratification du risque se basent sur l'interrogatoire, l'examen clinique, le CG et les marqueurs cardiaques. Les critères de haut risque avec une indication à un traitement invasif, on trouve les critères primaires qui comportent les mouvements des troponines et les modifications électriques. Et les critères secondaires qui comportent le diabète, l'insuffisance rénale, la dysfonction VG, l'infarctus récent, l'angioplastie récente, antécédents de pontage et score GRACE intermédiaire ou élevé. Pour les indications invasives, une coronarographie en urgence inférieure à 12 heures est recommandée chez les patients à risque ischémique très élevé et inférieure à 24 heures chez les patients ayant un score GRACE supérieur à 140 ou ayant au moins un critère majeur. Sur le plan thérapeutique, si on est au stade d'une plaque athéromateuse, le traitement vise à contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire. La formation du thrombus implique le démarrage d'un traitement médicamenteux, alors que l'occlusion de la coronaire, c'est la reperfusion en urgence. Une fois le diagnostic est posé, malade admis, les mesures générales consistent à une oxygénothérapie, voie veineuse périphérique avec du G5, traitement de la douleur, traitement des facteurs favorisants, un traitement anxiolytique, sans oublier une couverture par un IPP chez les patients à haut risque hémorragique gastro-intestinal. Ici, on a un petit schéma qui montre les différents sites d'action des anticoagulants et des antiagrégants plaquettaires. Pour les dernières recommandations, un inhibiteur de P2Y12 doit être associé à l'aspirine dès que possible et maintenu 12 mois, sauf en cas de contre-indication, alors que le clopidogrel est recommandé chez les patients qui ne peuvent pas recevoir le ticagrelor ou le prasugrel. L'aspirine, elle bloque la formation des thromboxanes A2 avec une réduction de 46% des événements ischémiques. Dans l'étude CURE, le risque hémorragique augmente au-delà de 100 mg sans qu'il ait une amélioration de l'efficacité. En ce qui concerne les thiénopyridines, qui agissent sur l'inhibition de la voie de l'ADP, elles réduisent de 20% la survenue des décès cardiovasculaires, l'infarctus et les AVC. La place de clopidogrel recule et le ticagrelor est recommandé dans la plupart des situations. La place de prasugrel est toujours limitée au cas où il n'y a pas eu de prescription préalable d'un autre inhibiteur de P2Y12. Une fois la coro a été réalisée et seulement si une décision d'angioplastie est prise. En cas d'indication opératoire, il est recommandé de repousser la date de l'intervention de 5 jours après l'arrêt pour le ticagrelor et le clopidogrel et de 7 jours pour le prasugrel, dans la mesure du possible bien sûr. Pour l'étude Triton-TIMI, qui compare la thrombose du stent, on remarque un meilleur bénéfice pour réduire les événements cardiovasculaires, mais plus de saignement versus le clopidogrel. Donc, en excluant ce sous-groupe à haut risque, le prasugrel est nettement meilleur que le clopidogrel. Pour l'étude Plateau Study, on remarque qu'il y a moins de saignement pour les patients qui vont avoir un pontage aortocoronarien. Inactivation rapide après arrêt versus le clopidogrel. Les antagonistes GP2B3A bloquent l'étape finale de l'activation plaquettaire chez les patients à risque élevé ou intermédiaire. L'administration en aval de l'apiximab en salle de cathé en combinaison avec une dose de 600 mg de charge de clopidogrel a été démontrée. Un anticoagulant est recommandé chez tous les patients en plus d'un traitement antiagrégant. Le fondaparinux 2,5 mg par jour est recommandé car il a le meilleur profil risque-efficacité. Les anticoagulants réduisent le risque de complications thrombotiques.
Les anticoagulants réduisent le risque de complications thrombotiques. Patient à risque ischémique très élevé, longueur réfractaire, instabilité hémodynamique, arythmie réfractaire, il doit être acheminé à la salle de cathé et recevoir l'HNF 60 unités internationales par kilo en IV ou en bolus, suivi d'une perfusion jusqu'à ce que l'angioplastie soit faite. Les patients à risque de saignement, la bivalirudine monothérapie avec 0,75 mg par kilo, suivi d'un bolus de 1,75 mg par kilo par heure. Patients à haut risque ou risque intermédiaire ischémique, troponine positive, angine de poitrine récurrente, des changements dynamiques du segment ST, on introduit l'HNF 60 unités internationales par kilo en IV, puis perfusion jusqu'à ce que l'angioplastie avec contrôle par TCA. L'inoxaparine 1 mg kg si inférieur à 75 ans ou 0,75 mg par kg si supérieur à 75 ans, 2 fois par jour. La fondaparinux 2,5 mg par jour en sous-cutané, la bivalirudine 0,1 mg par kg en IV, suivi d'une perfusion de 0,25 mg par kg par heure jusqu'à angioplastie. Pour les patients à bas risque ischémique, troponine négative, aucun segment ST, pas de changement de segment ST, l'anticoagulation est maintenue jusqu'à angioplastie, utilisant la fondaparinux 2,5 mg en sous-cutané tous les jours, l'inoxaparine 1 mg kg 2 fois par jour et HNF 60 unités internationales par kilo en IV suivi d'une perfusion. Pour la gestion au cours de cathétérisme, continuez l'HNF avec un TCA entre 200 et 250 avec des inhibiteurs de GP2B3A 250 à 350 secondes sans inhibiteur de GP2B3A. L'inoxaparine, moins de 8 heures par bolus, 8 à 12 heures, ajoutez 0,30 mg par kilo en IV, plus de 12 heures depuis l'angioplastie, c'est 0,75 mg par kilo en IV. Pour la bivalirudine, ajoutez un supplément de 0,5 mg par kilo en IV et augmentez la perfusion à 1,75 mg par kilo par heure avant l'angioplastie. Pour le fondaparinux, ajoutez l'HNF 50 à 100 unités internationales par kilo. Les agents anti-ischémiques diminuent la consommation d'oxygène par le myocarde, diminuent la précharge ventriculaire qui peuvent être des bêta-bloquants, des dérivés nitrés et ou des inhibiteurs calciques bradycardisants. Selon la stratification du risque, on peut opter pour une angioplastie coronaire ou un pontage si la lésion est très tronculaire ou c'est une lésion du tronc commun. Pour le traitement à long cours, on donne des statines avec un LDL cible inférieur à 0,7 g par litre, les USC, des ARA2 si intolérance et un anti-aldostérone. Pour la réadaptation cardiovasculaire, elle se base sur le statut cardiovasculaire, les résultats des tests d'ischémie, un reclassement professionnel avec épreuve d'effort ou autres tests d'ischémie dans 4 à 7 semaines. Sans oublier les complications qui peuvent se manifester par une hémorragie ou une thrombopénie. Voici un petit tableau qui résume les différentes étapes de la prise en charge d'un non-stémie qui passe par une évaluation initiale, puis une validation avec une stratification du risque. Et puis le traitement lui-même se divise en 3 étapes, une stratégie invasive, une revascularisation et un traitement à long terme. Pour conclure, le non-stémie, il est fréquent et grave, avec un risque de décès d'environ 5% en période hospitalière. La stratification du risque, elle est indispensable pour la prise en charge. Le traitement consiste à un traitement médical, plus un anti-GP2B3A et la cardiologie interventionnelle, dès que le risque n'est plus qualifié de faible. Le champ de recherche clinique, il est très actif avec une évolution rapide des stratégies thérapeutiques. Je vous remercie.